Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Au nord de pays à Ardaïlou, une victoire épique à la finale du tournoi interrégional d'amitié 2023. En Haïti, plus de 2400 morts et une crise humanitaire imminente. C'était les titres, mesdames et messieurs, le journal au complet à présent. Je vous le disais dans les titres, le tournoi interrégional d'amitié s'est clôturé en apothéose ce vendredi 18 août 2023 avec plusieurs finales dans les différentes disciplines qui étaient au programme. Une édition qui a été organisée par l'ONG Eva de Adaïlou en étroite collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture. La discipline phare de ce tournoi était bien évidemment le football, qui a suscité l'engouement de toute la population de la sous-préfecture d'Adaïlou et des contrées environnantes. À cette occasion, une importante cérémonie a précédé la finale qui a opposé la formation de Adaïlou à celle d'Obok. Arrivé sur le terrain qui accueillait la finale de football Adaïlou et Obok, la délégation conduite par la ministre de la Jeunesse et de la Culture a été accueillie par le président de l'ONG EVA, Ahmed Ali Mohamed, de l'honorable parlementaire de la région, M. Abdullah Roufa, du président du conseil régional d'Obok, M. Mohamed Hamad Ismail, du préfet adjoint d'Idikil, M. Idriss Hussein Abbas, plusieurs hauts responsables, sages et notables de Tadjoura et les invités de cette belle cérémonie haute en couleurs. Cette finale s'est déroulée dans une ambiance festive avec une foule de supporters venus massivement encourager les deux équipes. Un moment suspendu et des souffles coupés avec un résultat positif en faveur de la formation d'Adaïlou qui a remporté cette finale au tir au but sur un score de 5-4. On écoute à présent une réaction recueillie auprès du préfet de Tadjoura. Voici le préfet Mohamed Hamad Abbas. Nous sommes ici présents aujourd'hui pour une cérémonie de tournoi du 11e édition du tournoi d'amitié qui fait l'objet de rencontrer tous les jeunes de toutes les régions pour pouvoir renforcer la cohésion sociale. D'où la présence des régions est effective. Et tous les jeunes de la République ici présents se rencontrent en termes culturels, en termes de sport, pour qu'il y ait un échange, c'est-à-dire fructueuse, pour pouvoir hisser ce qu'on appelle l'amitié et la cohésion sociale. Voici ensuite les dires de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence, le docteur Hibo Moumin Assoui. Vraiment un moment agréable d'échange où on voit tous les villages qui sont là, tous les habitants qui sont là pour partager ensemble ces moments. Et je dirais, dans le tournoi, c'est ça les plus précieux. Hein, c'est cette rencontre et ces échanges. Et je pense que toutes les valeurs que ça véhicule, hein, ces grands tournois. Et donc je tiens à remercier tous les participants, tous les contributeurs, qui, après la période des Covid, ont su et ont eu l'intelligence de relancer ces tournois interrégionaux. Donc un grand bravo et j'espère que ça va perdurer et que l'association qui est les précurseurs, on peut le dire, et l'acteur principal va pouvoir faire en sorte que ça soit pérenne et que ces moments festifs et d'échange, puisque ça va se terminer par une grande soirée culturelle,
va pouvoir se renouveler d'ici des ans avec beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'infrastructures et beaucoup plus de participants. Durant cette même journée ont eu lieu également les finales des autres disciplines sportives au menu de ces tournois. Il s'agit notamment du volleyball, des 6 km cross et endurance et de la course de vitesse ou sprint de 100 mètres. Les régions en lice dans ce tournoi ont présenté à chaque étape leurs meilleurs athlètes pour hisser haut leurs couleurs. Les résultats à l'issue de cette journée de clôture de cette 11e édition du tournoi d'amitié de Adailou. En cross et en endurance des 6 km, Alice Bio occupe la première place et la région d'Arta la deuxième et troisième place. Course de vitesse de 100 mètres, Diki a arraché sa première place. Arta est arrivé deuxième et la troisième place est revenue à l'athlète de la région d'Obok. Et enfin, en volleyball, Adailou s'est largement imposé face à la formation d'Alice Billet. Une journée palpitante et alléchante, démontrant encore une fois les qualités et le talent de nos jeunes athlètes des régions de l'intérieur. Autre actualité de ce journal, l'association pour la promotion du tourisme et du développement social de Dasbio, en collaboration avec le CDC de Dasbio, a organisé dans l'après-midi du vendredi 18 août 2023 la finale du tournoi de football d'été. En prépare à cette cérémonie de finale, le président de la Ligue régionale de football, Dali Sebiye, le président de l'association pour la promotion du tourisme et du développement social, les élus locaux, les femmes actives ainsi que les cadres de la société civile. Cette finale a opposé l'équipe locale de Dasbio à l'équipe de la CDC Dasbio. Un scénario digne d'une finale de ce tournoi d'été qui s'est produit. L'équipe de Dasbio a remporté le tournoi d'été de l'édition 2023. L'objectif de ce tournoi, les organisateurs visaient à renforcer les liens du vivre ensemble et l'épanouissement de la jeunesse durant ce mois de vacances scolaires. À l'issue du match, les vainqueurs et les vaincus, ainsi que tous ceux qui se sont distingués au tournoi, ont été appelés à recevoir les récompenses et les trophées des mains des officiels. Dans son interview, le président de l'association de Dasbio, M. Hamid, a remercié la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Ibo Moumin Assoé, pour son soutien indéfectible auprès de la jeunesse de la région et a souligné également qu'il serait toujours aux côtés de ces jeunes. Le poste frontalier de la localité de Galilée, dans le sud-est de la région Assadjouk, qui est depuis des générations un secteur clé de la circulation transfrontalière de notre territoire national, est également devenu ces derniers temps un point de passage incontournable des gros transportateurs routiers qui empruntent quotidiennement le corridor Galilée reliant notre pays à notre voisin, à l'Éthiopie. Les agents de la police des frontières et de l'immigration de notre police nationale, postés jour et nuit sur place, mettent en avant un dispositif permettant de faciliter la fluidité des flux importants de camions qui forment une longue file d'attente allant à perte de vue aux premières heures de la journée. Après avoir rempli toutes les formalités permettant d'obtenir les autorisations d'entrée et de sortie de notre frontière, les transportateurs routiers et les véhicules à passagers se trouvant aux abords des points de départ et d'arrivée de notre frontière s'engagent à entreprendre leurs différents trajets les conduisant à leur destination suivante. Comme chaque matin avant d'entamer les journées de travail, l'officier supérieur s'entretient d'une façon cordiale avec ses subordonnés, afin de s'accorder un briefing dans l'objectif majeur qui est de bien coordonner les tâches et de pouvoir travailler dans un esprit d'équipe et de solidarité basé sur l'intérêt suprême du pays. Ensuite, les agents de la police de l'immigration et des frontières procèdent successivement à l'accomplissement et au bon déroulement des différentes procédures administratives liées aux activités quotidiennes des frontières et plus particulièrement au poste frontalier de Galilée. Dans la même foulée, les agents de service des douanes du poste frontalier de Galilée remplissent conformément leurs devoirs et leurs obligations professionnelles tout en s'acquittant de leurs responsabilités. De plus, afin d'assurer la circulation sereine des personnes de part et d'autre de notre frontière, dans de bonnes conditions sanitaires, l'Institut national de santé publique de notre pays a mis en place au poste frontalier de Galilée une antenne de quarantaine destinée à veiller scrupuleusement à l'état de santé des personnes qui traversent la frontière. Ainsi, les agents de l'antenne de quarantaine de Galilée procèdent à chaque arrivée et départ des passagers à la frontière de vérifier les carnets de vaccins qui justifient leur état de santé, plus particulièrement les cas de la fièvre jaune qui sévit actuellement dans notre région
et qui nécessite d'imposer des mesures strictes de précaution dans nos lieux aux vaccins préventifs. Toujours à Alissabillé, le tronçon d'autoroute reliant la localité de Doudoubalala à la ville d'Alissabillé, chef-lieu de cette région, qui était fortement endommagée ces derniers temps, est en pleine rénovation afin de permettre aux usagers de pouvoir emprunter facilement de nouveau cette ligne routière, combien importante pour le transport routier et à la population de cette région. D'énormes travaux de rénovation sont en cours d'exécution sur ce segment d'autoroute dans sa première partie de 2 km qui était ces derniers temps impraticable pour l'ensemble des usagers. L'objectif étant de donner une profonde transformation à cette partie de voie routière où, au-delà de sa dégradation avec le temps, les différents véhicules empruntant régulièrement cette dernière étaient contraints de négocier chaque virage avant de pouvoir atteindre tant bien que mal l'entrée de la ville d'Alissabillé. La rénovation de ce tronçon d'autoroute relié au corridor Djibouti-Éthiopie représente une importance particulière pour le renforcement des transports routiers de notre pays qui assure aujourd'hui un rôle prépondérant dans le domaine de l'intégration économique des pays de la région. La réalisation des travaux de rénovation de cette partie de ligne routière ont été confiés pour la première fois à une entreprise djiboutienne spécialisée dans les constructions et ayant les capacités requises de pouvoir travailler dans les normes internationales. Le directeur général de la société Al-Nasri, chargé de l'exécution des travaux de rénovation, M. Hassan, a précisé que ce segment d'autoroute est précisément celui reliant la localité de Doudoubalala à la ville d'Alissabillé et que les travaux consistent particulièrement à mettre en place une nouvelle base de fondation plus solide qu'avant et compactée en long et en large afin d'obtenir de couches épaisses de goudron superposées sur une surface largement recouverte de plusieurs couches uniformes de bitume. Il en a en outre souligné que les travaux avancent d'une manière efficace et qu'il compte les finaliser dans le meilleur délai fixé, à savoir dans 3 mois. Aujourd'hui, le chef d'état-major général des armées a effectué une visite marquante à la caserne au cours de rénovation qui accueillera prochainement la compagnie commando para de l'armée djiboutienne. Cette visite intervient après la réussite de la formation des 147 stagiaires de l'armée djiboutienne au Maroc dans le cadre d'une initiative qui témoigne de la vision stratégique du chef suprême des armées, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République. Le chantier de rénovation de la caserne touche bientôt à sa fin, symbolisant le dévouement et la détermination de l'armée djiboutienne à fournir des installations modernes et fonctionnelles à ses troupes. Cette étape marque un pas en avant significatif dans l'amélioration des capacités de défense nationale. La visite du SEMGA a permis de souligner l'importance cruciale de cette nouvelle unité commando-para dans la stratégie de défense de l'armée djiboutienne. En prévision de l'inauguration prochaine de la caserne et de l'installation de la compagnie commando-para, l'armée djiboutienne demeure résolue à adapter en permanence ses capacités pour répondre aux besoins sécuritaires du pays. intaan ku noolahay waan ku ilanaynaa kugu uur qabowna ku ammaananaynaa ifka intaan ku noolahay waan ku ilanaynaa kugu uur qabowna ku tahay ilwaadey markiiaan askari gala arligaynu leenahay ebba ugu dhaartoon ogada xilsaaray
Tanzanie, dans le stade complexe Azam, l'équipe de Djibouti, Arta Solar 7, a battu l'équipe de Horsed de la Somalie pour un score sévère de 3-0 pour la première rencontre pour la pré-qualification pour la Coupe de la qualification de la CAF. Le match s'est déroulé cet après-midi vers 17h et l'ouverture du score pour Arta Solar a été ouverte par Yacouba, suivi d'un doublé de Alain Traoré. C'est une immense victoire pour l'équipe de Arta Solar 7 qui va jouer le match retour le 24 août 2023 prochain. Demain, il est prévu une autre rencontre entre l'équipe de Djibouti Telecom Assas contre l'équipe de la Tanzanie. Sport toujours, la capitale hongroise accueille les championnats du monde d'athlétisme à partir d'aujourd'hui, dernière grande étape avant les Jeux Olympiques du Paris 2024. Érigé sur les bords brûlants du Danube, dans la partie sud de la capitale hongroise, pendant 9 jours, les meilleurs athlètes du monde vont arpenter la piste du grand stade du capitale hongrois. Nous avons 3 athlètes engagés dans le championnat du monde de Budapest. Monsieur Mohamed Ismail Di Fattah, aux 5000 mètres, il va participer à la compétition des 5000 prévue le 24 août. Le deuxième autre athlète de Djibouti va participer à l'épreuve du marathon prévue le 27 août, toujours à Budapest. Il s'agit d'Ibrahim Hassan Bouh, dit Ogas, et Hassan Waes. Ces deux athlètes étaient aux préparations aux altitudes entre la France et Barcelone. Cette année, le championnat du monde d'athlétisme de Budapest verra la participation de plus de 2100 athlètes venus de plus de 202 pays. Ils vont participer aux 49 épreuves au Centre national d'athlétisme du 19 au 27 août 2023. Ces athlètes djiboutiens participeront dans des différentes disciplines et cette année, les championnats du monde d'athlétisme interviennent dans une période où les athlètes de Djibouti ont remporté des médailles dans le dernier jeu de la francophonie à Kinshasa, en RDC. On revient à Djibouti-Ville, où au nord du pays, le LANAR en tournée d'audit et d'inspection des usines de production d'eau minérale, des entrepôts et boutiques dans les 5 régions de l'intérieur, dans le cadre du programme de suivi et de surveillance régulier de qualité des denrées alimentaires consommées par les populations des régions. Après la région du Sud, la brigade mobile de laboratoire LANAR, composée des ingénieurs en qualité et sécurité alimentaire et des techniciens supérieurs, se sont rendus dans la région de Tadjoura, où le préfet M. Mohamed Abbas les a réservé un accueil chaleureux dans son bureau. Après une réunion avec le préfet, l'équipe de l'ANAR, en collaboration avec des éléments de la gendarmerie, ont pu contrôler les différents points de vente des denrées alimentaires, à savoir les grands entrepôts, les boutiques, les détaillants. À cet effet, plusieurs infractions liées à l'entreposage, la conservation et à la date de présomption ont été constatées par les contrôleurs sanitaires du laboratoire. En outre, la brigade mobile du LANAR a pu contrôler les infrastructures et les équipements ainsi que le processus de fabrication au sein de l'usine de Tadjoura, qui produit l'eau minérale dénommée Tessilé. Cette opération a permis à la brigade mobile de l'ANA de se focaliser sur l'hygiène au niveau de toutes les étapes de la chaîne de production d'eau embouteillée, à commencer par le captage de l'eau de forage jusqu'à l'étape de conditionnement et de remplissage des bouteilles. De même, le système documentaire ainsi que le système de traçabilité de l'usine. Enfin, la mission du laboratoire LANA consiste à assurer toutes les mesures de sécurité et d'hygiène appropriées sur tous les points de vente des denrées alimentaires pour protéger la santé des consommateurs. On écoute le chef des services du laboratoire LANA. Voici ses propos. Lundi dernier, le laboratoire LANA a effectué des tournées d'audit et d'inspection sanitaire des usines de production d'eau et les différents points de vente de produits alimentaires, à savoir les entrepôts, les boutiques. Les inspecteurs du laboratoire LANA, composés des ingénieurs de qualité et de sécurité alimentaire, ont pu contrôler les entrepôts et les boutiques de la région de Tadjoura. À cet effet, plusieurs infractions liées à l'entreposage et au stockage des produits alimentaires ont été trouvées. Pour cela, le laboratoire LANA est le seul laboratoire national de la République de Djibouti. Il s'agit d'un laboratoire accrédité selon la norme ISO 17025. Nos contrôles ne se limitent pas d'un contrôle visuel. Nous effectuons des prélèvements. Nous disposons des équipements nécessaires pour faire des analyses, statuer sur la qualité des denrées. Et grâce à ça,
nous établissons si les produits sont propres ou impropres à la consommation. Donc, à cet effet, je voulais remercier le préfet de la région de Tadjoura qui nous a réservé un accueil chaleureux et les éléments de la gendarmerie pour leur escorte et accompagnement dans différents points de vente de produits alimentaires. Je vous emmène à Dikil, où sous le patronage du projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus du développement local, une initiative financée par l'USAID et orchestrée avec expertise par la compagnie Kaizen. Une série captivante de formations stratégiques a pris fin ce 17 août 2023 à Dikil, tout comme dans les 5 régions du pays après 3 semaines d'intenses sessions de formation. Durant cette période, les participants ont eu l'opportunité unique d'acquérir une gamme variée de compétences essentielles. L'essence même de cette entreprise était de galvaniser les capacités organisationnelles et structurelles des associations de la société civile. Une telle démarche visait à nourrir leur collaboration avec les autorités gouvernementales en vue de favoriser un développement local harmonieux et pérenne. Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir cette formation dans cette région. Nous avons accueilli 3 régions et c'était dans le cadre du projet d'appui à l'engagement de la société civile qui est financé par l'USAID et qui est mis en œuvre par la compagnie Kaizen. C'est une série de formations qui a débuté depuis le 29 juillet et qui prend fin aujourd'hui. Et pour cette cérémonie de clôture, nous avons l'honneur d'avoir le préfet de la région qui prendra part pour cette cérémonie. Et nous le remercions énormément de se déplacer jusqu'à ici, la salle de formation à Gobaat, malgré son planning et son agenda très chargé. Et nous avons également le vice-président du conseil régional de Dikil, qui est là aussi aujourd'hui. Et sans plus tarder, je laisserai les responsables et les autorités locales de la région prendre la parole. Voici à présent l'intervention du préfet de la région de Dikil. Voici ses propos. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour clôturer les sessions de formation qui ont débuté le 29 juillet 2023 et qui ont duré pendant 3 semaines. Les associations de la région de Dikil ainsi que celles d'Ali Sévillé et d'Arta ont bénéficié de ce renforcement des capacités techniques dans le cadre du projet d'appui à l'engagement de la société civile dans les processus de développement local financé par USAID et mis en œuvre par la compagnie Kaizen. Les mêmes formations similaires ont été dispensées au nord, à Obouri et à Tadjoura. En totalité, 24 associations ont suivi une série de formations qui ont été dispensées par des experts locaux, dont 6 thématiques, à savoir planification stratégique, suivi et évaluation, mobilisation des ressources, gestion financière, communication et ressources humaines. L'objectif de ce renforcement des capacités consiste de donner les compétences nécessaires aux organisations de la société civile qui doivent travailler en étroite collaboration avec les autorités locales, à savoir la préfecture et les conseils régionaux qui œuvrent dans le développement de la région. Je ne saurais terminer mon intervention sans encore remercier la compagnie Kaizen et les formateurs. Merci. En nouvelle régionale à présent, l'Égypte est sur la bonne voie pour atteindre les 15 millions de visiteurs prévus en 2023, selon l'Agence centrale pour la mobilisation publique et statistique. Le pays a déjà accueilli 7 millions de touristes au premier semestre de cette année. L'augmentation du nombre des visiteurs a généré plus de 10,7 milliards de dollars pour l'État nord-africain, soit une hausse de 121%. Après un record de 13 millions de touristes et 13 milliards de dollars en 2019, l'industrie touristique égyptienne a été durement affectée par la pandémie de Covid-19. Selon l'organe des statistiques nationales, l'Égypte a accueilli 100,7 millions de touristes pour l'exercice 2021 à 2022 contre 8 millions de 2020 à 2021. Le tourisme est vital pour l'économie égyptienne. Il représente environ 12% du PIB national et constitue l'une des principales sources des devises étrangères pour la nation la plus peuplée du monde arabe.
En RDC, l'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Une crise de choléra sévit en République démocratique du Congo. Elle est la plus grave dans le pays depuis 2017. Plus de 30 000 cas suspectés ou confirmés et 230 décès ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire depuis 7 mois. Le Nord Kivu reste la province la plus touchée avec 21 400 cas confirmés ou suspects, dont plus de 8 000 enfants de moins de 5 ans, selon les chiffres officiels. Les camps de déplacés surpeuplés favorisent la transmission de la maladie. Des séances d'information sur les règles d'hygiène et de l'amélioration des conditions de vie dans les camps aident à inverser la tendance. L'UNICEF demande 62,5 millions de dollars pour faire face à cette urgence sanitaire au cours des 5 prochains mois. L'objectif est de fournir à 1,8 million de personnes, dont 1 million d'enfants, de l'eau salubre, des kits d'hygiène, des latrines, des fournitures médicales et des soins contre le choléra adaptés aux besoins des enfants. Actuellement, l'appel n'est financé qu'à une hauteur de 9%. Aux nouvelles mondiales à présent, les violences aux bandes organisées ont fait plus de 2400 morts en Haïti depuis le début de l'année. La semaine dernière, 30 personnes ont été tuées dans un quartier de Port-au-Prince. En réponse à la violence persistante des gangs et à l'insécurité généralisée, il y a eu une augmentation des mouvements des justices populaires et de groupes d'autodéfense. Haïti est englué depuis des années dans une profonde crise économique, sécuritaire et politique qui a renforcé l'emprise des gangs. Ces bandes armées contrôlent environ 80% de la capitale haïtienne et les crimes violents sont fréquents. Depuis le début de la semaine, ces violences ont provoqué la fuite de plus de 5000 personnes selon Jerry Chandler, directeur général de la protection civile haïtienne. Ils ont quitté Carrefour-Feuille à pied, à moto ou entassés dans des voitures. Certains essayant d'emporter une poignée d'affaires personnelles, une valise sur la tête ou des matelas sur le toit de la voiture. Parmi eux, des femmes, des enfants, des vieillards, a expliqué Jerry Chandler, directeur de la protection civile haïtienne. C'est la fin de ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.